première rencontre. Alors, vous savez comment nous procédons. 3 personnes autour de nous qui vont prendre la parole successivement. On va les écouter les uns après les autres et puis on engagera des questions ou des discussions, des conversations ensuite. Et Muriel, c'est toi qui commences la présentation. Alors, la première que j'appelle, c'est Gemma Durand. Gemma Durand, elle est gynécologue, mais ça ne l'empêche pas d'être écrivain aussi, et membre de l'Académie des sciences et des lettres de Montpellier. Gemma est la petite fille du poète catalan républicain Jon Alavedra, et elle a été chargée à un moment donné de sa vie, il n'y a pas si longtemps que ça, d'écrire la biographie de son grand-père. Elle a été chargée de ça par sa grand-mère. Alors, Gemma, comment se transmet l'héritage familial lorsqu'il y a une rétention d'informations, une rétention de certaines mémoires, pas toutes les mémoires, comme s'il y avait une bonne mémoire qu'on peut transmettre et une autre qu'on doit cacher. Alors, dans ce cas-là, comment fait-on ? Merci Muriel. Notre héritage n'est précédé d'aucun testament, dit René Char, mais il est des héritages pour lesquels le testament a posteriori doit être écrit, héritage d'effroi transmis dans le silence. Le 18 juillet 1936, le journaliste Joan Alavedra parle à Radio Barcelone où il anime une chronique quotidienne. Peu de temps avant la première de la 9e symphonie, dit-il, Beethoven vivait à Vienne, où il écrivait ses sublimes derniers quatuors. Mais alors qu'il s'apprête à conter la mort du père de l'hymne à la joie, les micros sont coupés, la guerre est déclarée. Ce même 18 juillet 1936, son ami le musicien Pablo Casals dirige au Palais de la musique catalane l'orchestre qui porte son nom. 2 hommes font irruption. Maître, les généraux se sont soulevés. La guerre est déclarée. Casals se tourne vers ses musiciens. Mes amis, Dieu seul sait si nous nous reverrons. Avant de nous quitter, voulez-vous que nous jouions l'hymne à la joie ? C'est sur les derniers accords de la 9e symphonie que se sont séparés tard dans la nuit ceux qui devaient ne jamais se retrouver. La rencontre entre Casals et Alavedra avait eu lieu quelques années auparavant. Le violoncelliste mondialement connu appréciait ce jeune journaliste mélomane, directeur de théâtre, écrivain et poète. Un fort engagement catalaniste les unissait. Alavedra était aussi un homme politique, membre du gouvernement de la Generalitat de Catalogne. Il participa en avril 1931 à la proclamation de la République. Mais en 1934, lorsque l'État catalan proclamé fut mis en échec par le pouvoir central, l'ensemble du gouvernement fut incarcéré. Pendant ces longs mois de prison, il laissa seule sa jeune épouse Montserrat, musicienne, et leurs 2 enfants, Maria et Massia. Il fut libéré la veille de Noël, et après la joie des retrouvailles, il entreprit de faire la crèche avec la petite Maria. Mais cette jeune démocratie espagnole était fragile et lorsque l'équilibre bascula en 1936, Franco prit le pouvoir. Face aux démocraties voisines paralysées par la montée des conflits imminents, l'Espagne entra dans une guerre sans merci sous les yeux d'un monde immobile. Au terme de 3 années de durs conflits, la victoire franquiste poussa 500 000 républicains à fuir en danger d'être fusillés. Alavedra dut partir. Les 4 Alavedra passèrent les Pyrénées dans la neige et la peur fin janvier 1939. Toute la nuit, ils marchèrent dans la longue file des Catalans en fuite. Pour garder ses forces, il fallait tout jeter au fond des ravins, les photos, les dentelles. Les derniers souvenirs s'éteignaient en un bruit sourd, accentuant la déchirure, scellant la rupture. De l'autre côté de la frontière les attendaient au petit matin les baïonnettes des tirailleurs. Ils furent enfermés dans les camps. Mais au terme de quelques jours, Alavedra fut reconnu par un député français, libéré. C'est avec leur ami Casals qu'ils décidèrent de partager leur exil à Prades, en Roussillon, près de leur terre, près de leur langue, près
des camps de concentration. Privés d'écriture pour l'un, de musique pour l'autre, souffrant de faim et de froid, ils vivront là 10 douloureuses années d'exil. Mais de tout cela, les Alavedra ne reparleront jamais. Les guerres et les déportations, nous le savons, sont enveloppées de silence par ceux qui les ont traversées. Ceux qui en ont réchappé ne peuvent dire. Le récit est paralysé et la blessure contenue se transmet en l'absence de toute parole de génération en génération. Par quels chemins étranges passe cet héritage ? La réflexion qui suit s'appuie sur un cas singulier, l'exil d'une famille de républicains catalans. Joan Alavedra, Muriel vous l'a dit, et mon grand-père, Maria et ma mère ne voyaient rien d'impudique à cette confidence. Il s'agit seulement d'appuyer la réflexion sur un cas particulier d'héritage. Car après les horreurs et les barbaries dont le siècle dernier a été tristement riche, ceux qui sont revenus semblent avoir désappris leur langue. Là où l'on fait violence à l'homme, dit Primo Levi, on le fait aussi à sa langue. La langue est garant d'humanité. Rien d'humain n'est innommable. Le mutisme ici posé atteste de l'inhumain. Ce qu'ils ont subi, qui est au-delà de l'humain, leur a coupé la voix. Et sans langage, il n'y a plus de transformation des affects en images. Certains qui ont essayé de prendre la parole en sont morts. Souvent, il a fallu choisir entre l'écriture ou la vie, ou se résoudre à l'évidence que l'on finit par mourir, non de ce que l'on a vécu, mais de ce que l'on a écrit. Dans l'ensemble, cette première génération revenue de l'horreur se tait, car pour pouvoir vivre, l'événement traumatique est refoulé dans l'inconscient, dans lequel il n'y a pas de repères, ni d'espace, ni de temps. Or, il faut ces repères pour fabriquer les souvenirs, pour permettre, nous dit Emmanuel Kant, la pensée. Ainsi, les expériences traumatiques ne sont pas remémorées, la mémoire est emprisonnée. Alors, rien n'est parlé, rien n'est dit aux enfants, et la seconde génération reçoit le traumatisme sans aucune conscience de cette transmission. Et le traumatisme gênant la séparation, ils restent proches de leurs parents, fusionnés. Ils sont les garants de la survie de leurs parents. On dit d'eux qu'ils sont contenants. Tu aurais dû m'en parler. Je t'aurais aimé avec ta blessure, dit l'enfant. Je me suis tue pour te protéger, répond le père, a écrit Cyrulnik. Cette seconde génération fera elle aussi silence, car parler pourrait fissurer la protection qu'elle offre à ses parents. Dans le cas de l'exil des républicains espagnols, la troisième génération est née sur la terre d'accueil, la France, le plus souvent. Elle n'a connu ni la guerre, ni l'exil. L'intégration était faite, acquise par le parent. Leur patrie est la France. Néanmoins, ils grandissent avec un pied de chaque côté de la frontière, riches de 2 cultures, parlant 2 langues. Ces enfants de la troisième génération représentent l'espoir, la vie qu'ils ont pour mission de fortifier. À leur insu, ils soutiennent leurs parents et au-delà, leurs grands-parents. L'enfant aîné de l'enfant de l'exil se voit confier un destin. Il est enfant réparateur. Mais de tout cela, il ne sait rien. Cependant, au fil des ans, il perçoit une inquiétude, une trace profonde, imprécise. Un sanglot étouffé frémit face aux vieux films en noir et blanc d'exilés dans la montagne. Le soufflet court au bruit des bombes, des souvenirs en somme, mais des souvenirs d'événements jamais vécus. Quelque chose, écrit Hélène Oppenheim-Gluckman, que je n'arrive pas à nommer, pas transmis ou transmis en creux. Pourtant, ces petits-enfants d'exilés connaissent tout du pays de leurs ancêtres, mais s'ils connaissent l'histoire, ils ne connaissent pas leur histoire. Il y a quelque chose qu'on leur a caché. Ce secret, c'est la douleur des leurs. Pour protéger l'enfant, les grands-parents et les parents se sont tus,
La représentation de la chose s'est figée, la pensée s'est arrêtée. Étouffante sensation, écrite Hélène Epstein, de porter lourdement en héritage quelque chose qui ne leur appartient pas. À leur insu, ils ont reçu le traumatisme en silence, ils en ont hérité. Ce que tu as hérité de tes pères, dit Goethe dans Faust, afin de le posséder, acquiert-le. Les petits-enfants doivent prendre la parole et pour cela, ils doivent inventer un langage. Alors, le récit familial s'inscrira dans un temps et dans un espace et il retrouvera la pensée. Il retrouvera l'accès à la représentation, l'accès à la métaphore et la possibilité de se transmettre par les voies normales, mettant fin à la malédiction. Les Alavedra étaient rentrés à Barcelone au terme de 10 années. Retrouvailles avec leur terre, leur patrie, mais recommencement difficile alors que tous leurs biens avaient été brûlés. Montserrat a lentement retrouvé des élèves pour ses leçons de piano. Longtemps, Alavedra a été privé de publier. Macià est devenu député d'une Generalitat de Catalogne restaurée, puis ministre durant 25 années, sa façon de soutenir l'œuvre interrompue de son père. Tout cela en silence, sans un mot sur le passé posé. On n'en a jamais reparlé, dit-il aujourd'hui. Un sanglot dans la voix, il ajoute, on ne peut pas en parler, on essaie d'oublier, parce qu'il y a trop de souffrance. Lorsque ses parents sont rentrés en Catalogne, Maria, qui avait grandi sur la terre d'accueil, est restée. La terre étrangère est devenue son pays. Poursuivant ses études dans un français parfait, elle devient psychanalyste. De son union avec un Français, je suis née première fille. Je n'ai cessé de voyager de part et d'autre de la frontière, me partageant entre deux terres, deux patries, parlant deux langues. De quelle mission étais-je chargée? De refaire de la vie probablement? De réparer? Sur la douleur de la guerre et de l'exil, rien ne m'a jamais été dit. Il n'a pas été question de souffrance dans le récit familial. Les parents, bien souvent, laissent à leurs propres parents la responsabilité de dire l'histoire à leurs enfants, remarque l'historienne de la Sorbonne, Aline Angosture. C'est ainsi qu'il en a été. À l'âge mûr du milieu de ma vie, pour une commande de l'UNESCO, ma grand-mère m'a demandé d'écrire la biographie de son mari. Pourquoi pas à son fils Macià? Probablement, le récit l'aurait mis en danger. Lui pour qui le traumatisme était impensable, innommable, c'est vers moi qu'elle s'est tournée. Je l'ai interrogée, elle m'a tout raconté. J'ai écrit La gorge nouée. Et au fil des lignes, mes deux savoirs se sont rejoints. L'histoire et leur histoire cachée dans ce lieu secret, sans langage, sans espace et sans temps. J'ai réinventé le langage. Je suis devenue leur biographe, leur mémoire, leur œuvre est devenue mon œuvre. Mais par où passe cet héritage? Un des vecteurs réside dans la langue elle-même, pas la langue qui dit, puisque rien n'est dit, la langue qui nous est transmise par ceux qui nous enseignent la vie. Car lorsque nous empruntons la langue à ceux qui nous ont précédés, dit Winter, nous assimilons en même temps les blessures qu'elle transmet. C'est l'insu du sujet, poursuit le psychanalyste, posé sur le commencement et dans l'instant oublié. C'est le savoir originaire. Ces tablettes d'écriture pliées les unes sur les autres par lesquelles le Talmud décrit l'embryon, c'est l'héritage archaïque. Vous posez, Delphine Horviller, la question de la membrane pudique fissurée lors de la douleur de l'angoissante fuite mêlée, partagée, de trop près, permettant alors au traumatisme de s'ourdre et de se répandre entre les générations. Pour le poète Maurice Maeterlinck, les événements de notre vie sont lâchés comme des pigeons voyageurs au moment de notre naissance, mais ils reviendront à notre mort. Et s'ils ne nous retrouvent pas, ne chercheront-ils pas la demeure de nos enfants?
Les poètes, poursuit Winter, ont pensé cette transmission bien avant les psychanalystes. En ce qui me concerne, la transmission inconsciente, sans récit, de la douleur familiale est passée par la poésie. Lorsqu'Alavedra, en 1934, venait de sortir de prison, nous étions la veille de Noël et il avait fait la crèche avec sa fille Maria. Mais après que la dernière figurine eut été posée, la fillette avait demandé à son père de faire parler les santons pour elle. Certainement, l'enfant de 5 ans savait que son père ne pouvait dire. Le poète s'était assis et longtemps il avait écrit. Il voulait conter pour elle l'ineffable joie de la nativité, mais face au drame qu'il pressentait pour son peuple, s'est inséré au fil des vers la passion. Quand le poème du Pessèbre de la crèche fut terminé, il tendit le cahier à l'enfant. Il y eut la guerre, il y eut l'exode. Puis, à Prades, lorsque des jeux floraux furent organisés à Perpignan en langue catalane, le poète n'était pas en état d'écrire lorsque Maria avoua que dans la montagne, elle avait gardé, caché sous son manteau, le cahier. Le poème du Pessèbre remporta le premier prix. Quand s'achèvera si longue galère en terre étrangère, disent les chameaux fatigués de leur errance dans les déserts alors qu'ils rejoignent Bethléem. Casals commença le soir même l'écriture d'un oratorio pour orchestre, soliste et chœur. Par les paroles des santons de terre cuite, les deux hommes ont transmis au monde leur sublime message de paix, de justice et de liberté. Le langage ne dit pas tout de la pensée, dit la psychanalyste Suzanne Ginestè Delbrey. Il y a ce qui l'excède, que les poètes et les écrivains tentent de dire, que les compositeurs traquent dans un au-delà du langage. Emprisonnée de silence, la souffrance héritée en moi brûlait, l'impossible mémoire, l'impossible pensée décrochée du langage blessé. Mais venue jusqu'à moi, la poésie a évoqué par la métaphore, elle a dit, et l'héritage a fait corps sur la mémoire libérée.